démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon. C'était un week-end à moitié occupé, très occupé même, et à moitié chillouse. Et franchement, ça m'a fait du bien d'être dimanche à la maison parce que j'ai pu lire après avoir tiré un livre sur 2 semaines. Franchement, lire... allez, on va dire finir un livre, en lire un en entier et commencer un livre dimanche, ça m'a fait trop plaisir. Mais si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur les livres dont je viens de vous parler, si vous avez envie de savoir quelles ont été mes lectures du dimanche et mon avis à leur sujet, je vous invite bien évidemment à aller voir plutôt, Ouh là là là. Je vous invite bien évidemment à aller voir mon précédent vlog. Voilà, c'est un petit peu plus français. Comme d'habitude, je vous le mettrai juste ici, dans le petit coin. Donc n'hésitez pas à aller le voir si ce n'est pas encore fait. Sinon, moi, c'est paré de mon plus beau sweatshirt. Mon voisin Totoro qui vient de chez Uniqlo. Ils ont une collection donc en collaboration avec les studios Ghibli et franchement dès qu'elle est sortie ici au Luxembourg, j'ai foncé en boutique Uniqlo pour aller me chercher ce petit sweatshirt que j'avais repéré, que je trouve trop beau. Et étant donné que je suis rentrée du boulot, j'ai directement été faire mon sport parce que j'avais besoin de me dépenser, j'avais un peu la flemme de me refaire toute belle pour vous. Non mais voilà, j'ai pris ma douche, je me suis démaquillée, j'avais envie d'être dans un outfit confortable et je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre pour être quand même présentable à la caméra, qui soit un outfit assez sympathique. Du coup, comme on n'est pas en hiver, je n'ai pas sorti mon pilou rose à capuche. Et donc, je me suis dit, je vais sortir mon tout nouveau petit sweatshirt, mon voisin Totoro. Ce sera parfait pour démarrer cette nouvelle semaine de vlog. Du coup, je vous avais quitté la semaine dernière en pleine lecture en fait de Serena Giuliano, Un coup de soleil. J'avais filmé hier et je pensais pas... Attendez, non, c'était pas hier que j'ai filmé, hier ou avant-hier. Non, c'était pas hier parce qu'hier c'était mon anniversaire de mariage. Voilà, ça fait 2 ans avec mon mari que nous nous sommes dit oui. Et donc j'ai pas pris la caméra hier, mais j'avais pris la caméra avant-hier. Mais bon, cela dit, hier j'ai pas des masses avancées dans ma lecture étant donné que on avait autre chose à faire avec mon mari. On a fêté nos noces de cuir. Ce matin, en fait, je m'attendais pas du tout à avoir terminé ce livre pour démarrer, ce vlog. Je viens de manger, désolée. Oh, ça devient intime ici, hein. On commence à faire des petits bruits corporels ensemble. Ça devient, on se rapproche de plus en plus, vous et moi. C'est quand même assez cool. C'est là où on remarque que l'amitié commence à s'installer. Non mais je disais, je pensais pas en fait du tout terminer ce livre pour ce début de vlog, mais en fait ce matin mon bus avait un retard monstre, il y avait des super gros bouchons sur la route et donc du coup qui dit bouchon dit beaucoup plus de temps pour lire et j'ai donc terminé Un coup de soleil de Serena Giuliano. Alors dans ce livre on va suivre Éléonore qui est française mais qui a déménagé en Italie, qui est à son propre compte, elle est femme de ménage, elle va chez les gens, et donc, elle va chez plusieurs personnes nettoyer, et on va la suivre comme ça au fil de ces semaines, donc le lundi chez le client A, le mardi chez le client B, le mercredi chez le client C, etc. On va en apprendre un petit peu plus sur sa vie, sur ses amis, sur sa famille, etc. Et surtout, on va suivre Éléonore dans une période de sa vie un petit peu particulière, parce qu'en fait, elle vit une histoire, c'est pas une histoire d'amour, mais elle vit une rupture, voilà, elle doit panser son petit cœur blessé, parce qu'en fait, elle est divorcée, elle est mère de 2 enfants, elle n'est plus avec le papa elle est même pas divorcée parce qu'ils étaient pas mariés, mais bon bref, elle est séparée du père de ses enfants, et en fait, elle avait commencé une relation avec Marco, qui a il est assez spécial Marco, je vous le dévoile pas son secret ici, ainsi vous avez le mystère qui reste entier si vous désirez lire ce livre là, mais voilà, Marco a quelque chose de particulier et Éléonore a décidé de rompre avec lui. Et malheureusement, elle a du mal à surmonter cette rupture, elle a un petit bobo au cœur, hein, voilà, tout simplement. Et donc du coup, on va la suivre un petit peu dans ce deuil, en fait, hein, parce que clairement, une rupture amoureuse, c'est équivalent à un deuil. Dans ce deuil de cette relation, à travers toutes les différentes étapes que l'on peut avoir. Et on va voir son évolution comme ça, au fil des semaines, avec les différentes choses qui vont lui arriver, aussi bien avec ses clients qu'avec ses amis ou qu'avec sa famille, qui vont
penser parfois son petit cœur, qui vont la faire évoluer et on va la suivre comme ça sur une petite période de sa vie jusqu'au moment où son cœur commence à guérir et on a quelques petits passages où on comprend que son cœur a très très bien guéri de sa rupture avec Marco. Franchement, moi les livres de Serena Giuliano, alors je sais, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi je suis quelqu'un qui aime bien les livres de Serena Giuliano. J'aime bien parce que en fait à chaque fois à travers son histoire elle nous transporte en Italie, dans différentes régions. On est chez nous et en fait c'est comme si on était là-bas. On vit avec les personnages, on ressent l'ambiance des villes, on ressent les odeurs de la nourriture. Elle nous parle énormément de nourriture dans ses romans et surtout dans celui-ci. Voilà, c'est un petit voyage en fait en Italie depuis notre canapé, notre lit, notre baignoire ou notre fauteuil et je trouve ça véritablement agréable. Je trouve que ces romans aussi, ce sont des romans toujours un peu légers, feel good sans être feel good à 100% parce qu'il y a toujours des moments d'émotion, des sujets quand même relativement importants et compliqués même parfois qui sont abordés dans ces romans. Mais elle aborde ça toujours d'une manière très belle, je trouve. Je trouve qu'elle a des très bonnes réflexions autour de ces thématiques parfois un petit peu difficiles de la vie. Et également, elle a un humour, Serena Giuliano, qui marche totalement avec moi. Moi, j'adhère complètement à son humour et du coup c'est également une bouffée de fraîcheur en fait ces livres, c'est drôle, on est avec des personnages qui sont toujours hyper attachants, un petit peu caricaturaux mais ça fait du bien d'avoir ces personnages un petit peu exubérants dans les romans, c'est vachement chouette. Le seul truc que je pourrais un peu lui reprocher, c'est que je trouve que ces livres manquent à chaque fois de profondeur. On est dans un moment de vie, on va suivre à chaque fois ces personnages à un moment charnière de leur vie, que ce soit une remise en question d'un point de vue sentimental, que ce soit une remise en question d'un point de vue de la vie en général, ou alors comme dans Sarà perché ti amo, un petit peu une remise en question suite à l'apparition ou en tout cas l'accueil d'un nouveau-né dans sa vie qui chamboule tout. Il y a toujours, voilà, on suit toujours les personnages dans un moment de basculement dans leur vie ou de grande interrogation. Et en fait, c'est sûr que ça va pas être... Enfin, vous voyez la taille du bouquin, et les autres bouquins que j'ai lus, j'en ai lu 3, j'ai lu Mamma Maria, Luna et Sarà perché ti amo. Ils sont à chaque fois aussi épais que celui-là, ils font à chaque fois aller 250 pages environ. Et c'est clair qu'en 250 pages, si on veut poser le cadre, décrire un petit peu les personnages, décrire un petit peu leur vie, ajouter des touches d'émotion et des touches d'humour, on ne peut pas non plus creuser à 100% l'histoire, quoi. On ne peut pas vraiment lui faire un vrai début et vraiment une fin. C'est vrai que là, ici, dans Un coup de soleil, j'ai trouvé la fin un petit peu abrupte. Je m'attendais à ce qu'il y ait quand même 1 ou 2 chapitres supplémentaires. Je m'attendais pas à ce que ça s'arrête tout d'un coup. Après, oui, ça manque de profondeur. Oui, j'ai été un petit peu surprise. Mais dans le fond, pourquoi pas? En fait, ça nous laisse également en tant que lecteur la possibilité d'imaginer la suite, la possibilité de se poser plein de questions en fait, et ça laisse les portes ouvertes et ça nous permet de créer notre propre histoire et de s'imaginer plein de choses selon ses attachements personnels, selon son expérience, selon ses souhaits. Voilà, donc oui, c'est pas creusé à 100%, oui, les fins sont souvent un petit peu abruptes et on se dit oui, mais il n'y a pas de réelle conclusion sérieuse ou très développée. Mais je trouve que ça fait partie du charme des romans. Voilà, c'est vrai que j'avais envie d'un tout petit peu plus, mais finalement, ce livre a quand même fait le taf. Il m'a fait passer un bon moment. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager ces quelques heures avec Éléonore, à la suivre dans sa vie, à la suivre dans sa peine de cœur, dans tous les autres événements qui lui arrivent aussi. J'ai vraiment apprécié être en sa compagnie. J'ai apprécié ce voyage en Italie. C'est pas un roman... voilà, qui va révolutionner bien évidemment ma vie de lectrice, mais tous les Serena Giuliano, c'est des romans qui me font à chaque fois passer un très bon moment. J'apprécie, voilà, ces petites parenthèses de rire, de douceur, de fraîcheur, de chouettes réflexions, de chouettes thématiques qui sont abordées, qui me permettent également moi de réfléchir sur certains sujets. Voilà, c'est une petite bulle de fraîcheur, un petit à côté entre 2 thrillers qui me fait à chaque fois beaucoup de bien et c'est un livre du coup que j'ai bien aimé. Au niveau de la note, je pense que je lui ai mis 16 sur Livre Addict.
Parce que voilà, pour moi, c'est pas un mauvais livre, pas du tout. Mais ce n'est pas non plus, voilà, comme je l'ai dit, un excellent livre. Hein, voilà, ça reste une tranche de vie et je trouve, voilà, comme je l'ai déjà dit, que ça manque un petit peu d'approfondissement. Mais c'est un livre qui fait totalement de taf. Et pour moi, le gros plus, c'est la plume de Serena Giuliano qui est loufoque et drôle. Moi, j'adore ses personnages, j'adore sa manière de construire les histoires, j'adore son humour. Donc voilà, un chouette petit moment passé donc à Salerne. Donc Salerne qui est aux alentours de Naples. Alors la couverture ici, ça représente plutôt Burano. Donc Burano qui est une île au large de Venise. Pourquoi? Eh bien je ne vous le dirai pas. À vous de lire le livre et de découvrir pourquoi. L'histoire se passe à Salerne, mais la couverture représente Burano. Donc du coup j'ai terminé ce livre ce matin dans le bus, donc du coup quand je suis rentrée à la maison j'avais plus rien à lire. J'avoue que bon, je me suis occupée, hein, j'ai écrit un avis lecture dans le bus et j'ai écouté de la musique, mais c'est vrai que c'est un peu particulier. Moi j'aime bien lire dans le bus, c'est un petit peu mon moment à moi toute seule où je me retrouve alors, je suis entourée de personnes, hein, bien évidemment, ça reste des transports en commun, ce n'est pas un bus affrété que pour moi, mais je me mets souvent dans ma bulle avec mes écouteurs réducteurs de bruit, et c'est un petit moment en fait off. Donc quand je quitte la maison et quand je vais au travail, ou quand je quitte le travail et que je rentre à la maison, c'est toujours des petits moments que j'apprécie, des petits moments de détente à moi, rien qu'à moi, qui me permet de souffler. Et là, bah, du coup, sur le retour, c'était un petit peu... ouais, voilà, j'ai dû trouver de quoi m'occuper, mais heureusement, une fois arrivée à ma maison, avec toute mon énorme palle qui m'attend, bah, je n'avais plus qu'à piocher dedans pour trouver ma prochaine lecture. Et ma prochaine lecture, eh bien, c'est, parce que je l'ai commencé là, et petit teaser, c'est trop bien. Franchement, je prends beaucoup de plaisir. J'ai lu, c'est sur ma Kindle. Alors, Mamie Noémie est de retour, donc attendez-vous à avoir des petits problèmes... Voilà, informatique comme à chaque fois où je vais cliquer sur des boutons qu'il ne fallait pas. Alors, ma prochaine lecture, alors il faut que j'arrive à le prononcer parce que c'est ceci. Ah oui, forcément j'ai allumé la lampe donc il y aura des petits reflets. C'est un roman de Ophélie Cohen et c'est Chorguignac. Voilà, donc ça s'écrit comme ça, mais ça se prononce Chorguignac et ça veut dire sorcière en basque. Et donc bah, l'histoire se passe dans le Pays Basque, donc dans le sud de la France, où on va suivre des sorcières, voilà, parce que Chorguignac c'est le sorcière au pluriel. Et en fait on va suivre ces sorcières qui vont fêter le solstice d'hiver. Et lors de la nuit du solstice d'hiver, après avoir fait leur petit rituel, leur petit... je sais pas si on peut dire sabbat, mais voilà, elles ont fait leur petit rituel du solstice d'hiver. Quand elles se réveillent le matin, donc elles étaient 5 à la base et elles ne sont plus que 4. Et puis bah, on découvre que l'une d'elles a disparu, mais plus que disparu, l'une d'elles a été placée sur un bûcher et elle a été brûlée. Voilà où j'en suis, voilà un petit peu pour le résumé. J'ai pas lu beaucoup, attendez, retour, voilà, je suis à la page 27, j'ai lu 8% du bouquin et franchement c'est trop bien. Alors, avant de donner un petit peu mon avis comme ça à 8% du bouquin, attendez, je reprends la couverture, voilà, début, hop. Alors vous voyez, ce livre, je le lis sur liseuse et bah, si vous avez l'habitude de regarder mes vlogs, vous savez que moi normalement je ne lis pas sur liseuse et quand je lis sur liseuse c'est uniquement quand c'est un livre d'un partenariat ou un livre pour un jury de lecture et dans ce cas, eh bien c'est reparti, hein, pour un jury de lecture et pas n'importe lequel parce que je vous en ai parlé énormément l'année dernière. Je lis ce livre dans le cadre du prix des pages de l'étrange pour le festival Étrange Grande dont je suis à nouveau jurée. Alors, il y a plusieurs prix. Il y a le prix du premier roman, le prix du roman fantastique, etc. Et chaque année, un genre est mis à l'honneur et c'est ce genre que l'on retrouve majoritairement dans les pages de l'étrange, donc pour le prix pages de l'étrange. L'année dernière, c'était donc le genre mis à l'honneur, c'était le polar, et donc j'avais lu énormément de polar pour ce prix. Et cette année, c'est le genre
fantastique plutôt qui est mis à l'honneur. Et donc dans cette catégorie, on va avoir quelques romans policiers, mais également des romans de science-fiction et des romans de fantasy. Je vous ai fait... J'ai fait des petites notes pour pouvoir vous présenter les livres qui ont été sélectionnés pour le prix donc, des pages de l'étrange. Nous avons tout d'abord Festin de larmes de Morgane Cossarieux, Cossarieux, oui, je pense que c'est ça, et Vincent Tassi. Ensuite, on a donc du coup Chorguignac de Ophélie Cohen. On va ensuite avoir Une valse pour les grotesques de Guillaume Chamandjian. Voilà. Puis La couleur du froid de Jean Cugue. Ensuite, La fille de Jonathan Baker de Antoine Renan. Et le dernier, ça va être La demeure des Maorel de... Non, ça, je pense que je me suis trompée. Siècle Vailban. Non, ça, je pense que ça doit être la maison d'édition. J'ai pas noté l'auteur. C'est pas grave, je vous mettrai l'auteur juste ici. Donc voilà pour les 6. Oui, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, pour les 6 livres du coup qui sont nominés pour ce prix. Alors, j'avoue que j'ai accepté de participer à nouveau cette fois-ci pour être jurée parce que dans la liste il y avait le livre d'Ophélie Cohen parce que au début d'année, je vous en avais parlé dans un vlog, je vous le mettrai dans le petit juste ici, mais j'avais eu un énorme coup de cœur avec un livre d'Ophélie Cohen, c'était Suspicion. C'était un livre qui m'avait bouleversée, c'était un livre coup de cœur mais surtout coup de poing. J'avais été chamboulée, clairement, ce livre m'a marqué au plus profond de mon cœur, je ne vais pas dire de ma chair, mais voilà, à l'intérieur, il m'a énormément marqué. Je suis toujours marquée par ce livre qui reste fortement gravé. Donc je l'avais lu en février, il me semble, et il est toujours dans ma mémoire comme si je l'avais lu la semaine dernière. C'est un roman qui m'a remuée, c'est un roman, je trouve, d'une telle justesse, d'un tel réalisme et qui aborde un sujet mais que je trouve tellement essentiel et tellement important que voilà, c'était un énorme coup de cœur et j'avais trop envie en fait de découvrir autre chose d'Ophélie Cohen parce que je n'ai jamais rien lu d'elle à part Suspicion et donc j'avais envie de lire un autre de ses romans. Et quand nous avions été avec mes copines de book club au salon Iris Noir à Bruxelles au mois d'octobre, au mois d'octobre dernier, donc en 2024, on avait été voir une table ronde où Ophélie Cohen nous avait parlé de ses romans et elle avait également parlé donc de Chorguignac. Et c'est vrai que c'était plus Suspicion qui avait retenu mon attention et que j'avais voulu donc acheter, que j'ai acheté effectivement. Mais c'est vrai que ce livre-là, je m'étais dit, il a l'air également pas mal, je le garde dans un coin de ma tête et si je la recroise en salon, eh bien je lui achèterai ce livre. Et donc là, je suis plus que ravie qu'il fasse partie du prix parce que du coup je peux le lire dans cette occasion. Je l'ai reçu donc du coup de la part des organisateurs du festival en tant que service presse, donc pour pouvoir préparer ce prix. Et franchement, j'aime beaucoup pour l'instant. Je retrouve la plume hyper agréable, hyper fluide. Franchement, ça se lit mais sans difficulté aucune. On est vraiment bien dans l'histoire. C'est juste un petit peu complexe parce qu'on est donc dans le Pays basque, il y a pas mal de vocabulaire basque. Les prénoms également des sorcières, hein, donc est-ce qu'on le reprononce ? Allez, des Chorguignac ne sont pas évidents à lire, à prononcer. En plus, moi qui suis quand même à mes heures perdues dyslexique, surtout quand j'ai la fatigue qui s'accumule comme ça, j'intervertis très 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 rapidement les lettres et les mots, je les change complètement. Et donc du coup là, d'avoir des prénoms un petit peu spéciaux dont je ne suis pas du tout habituée, c'est clair que c'est un petit peu déroutant. C'est un petit peu particulier, à chaque fois je dois bien me concentrer pour lire les lettres et pas faire blablabla dans ma tête. Je sais pas si ça vous arrive ça, mais moi souvent quand il y a des mots comme ça très compliqués, que ce soit c'est souvent dans les romans fantasy ou fantastiques, etc. Bon, j'en lis pas beaucoup, mais ça m'arrive de temps en temps. Il y a parfois comme ça des noms, des prénoms ou des lieux qui sont un petit peu
difficilement déchiffrable hyper rapidement, faut se concentrer pour lire toutes les lettres. Bah, très souvent, moi je lis complètement autre chose, ou j'ai complètement autre chose en tête, ou alors dans ma tête ça fait genre blablabla. Voilà, donc à chaque fois, ils sont allés à blablabla et ils ont déambulé dans les rues de blablabla. Voilà, je ne lis pas, ou alors je lis, mais pas du tout ce qui est noté, je lis complètement autre chose, beaucoup plus facile pour moi, et donc c'est vrai que parfois quand j'en parle, je dois essayer de me concentrer en disant non, c'est pas ça que je dois dire, parce que ce n'est pas du tout ça qui est écrit. Essaye de te concentrer, Noémie, et dis les mots justes. Voilà, donc c'est parfois un petit peu particulier ce qui se passe dans ma tête. Et donc là, bah, je dois faire un petit effort supplémentaire pour lire les prénoms, les vrais prénoms. Mais bon, bref, à part ça, franchement, je retrouve la plume fluide et agréable d'Ophélie Cohen, que j'avais déjà découvert dans Suspicion. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien la thématique comme ça, d'être avec des femmes. Donc on est en 2000... Attendez, retour à la page 27. On est en 2024, hein, si je dis pas de bêtises. Attendez. Donc en fait, on n'est pas à l'époque des sorcières dans le Moyen-Âge, au moment de la... comment on dit ça? Au moment de la... Bah dis donc, j'ai pas le vocabulaire. De l'Inquisition, voilà. On n'est pas à ce moment-là, quoi. Donc la sorcière qui a été retrouvée sur le bûcher, c'est pas du tout une sorcière sous l'Inquisition, c'est pas du tout, voilà, on n'est pas au Moyen-Âge, quoi, on est à l'époque contemporaine, très précisément, si j'y arrive, en 2004, ouais, voilà, c'est ça, on est en 2004, et donc, voilà, c'est en 2004, on brûle pas, normalement, des sorcières sur un bûcher, hein, ça ne se fait pas, non, on ne fait pas ça, et donc, du coup, ces femmes qui vivent un petit peu... Voilà, donc en fait on suit une famille, on suit la grand-mère, les 2 filles et les 2 petites filles du coup, qui vivent donc, qui sont des sorcières et qui vivent un petit peu de manière spéciale. Donc elles vont faire, comme je l'ai dit, fêter le solstice en pleine nature, en se mettant de longs gants particuliers sur les jambes et sur les parois intimes féminines. Elles vont entrer en transe, c'est vrai qu'elles ont l'air d'avoir un délire un petit peu particulier, c'est vrai que ça pourrait... elles sont sans doute traitées comme des personnes un petit peu marginales, excentriques et voilà, en marge de la société, mais on reste quand même à l'époque contemporaine où ce genre de personnes, ça existe, on les regarde un petit peu bizarrement, limite on les fréquente pas, mais on va pas non plus aller les arrêter et les mettre sur un bûcher, quoi. Donc c'est pour ça que c'est assez particulier d'avoir retrouvé cette sorcière, d'autant plus qu'il y avait un mot qui accompagnait donc le bûcher avec l'une d'entre elles qui a été assassinée. Vous partagerez bientôt toutes le même sort, je nettoierai le monde de votre présence et vous enverrai là où est votre véritable place, en enfer. Voilà, donc on va assister en fait à une chasse aux sorcières moderne. Et ça a l'air vraiment pas mal, j'aime vraiment bien cette ambiance, comme je le disais, un petit peu mystique, un petit peu avec des femmes qui ont des croyances... Voilà, qui croient non seulement aux dieux dans le ciel, mais également aux dieux sur la terre. Et c'est particulier, je trouve que c'est intéressant, moi ça m'intéresse. C'est vrai que tout ce qui est lié aux sorcières, aux femmes un petit peu spéciales comme ça, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est toujours hyper intéressant et donc j'ai hâte de continuer le livre et de vous en parler plus, un petit peu plus dans la suite de ce vlog. Donc écoutez, c'est ici que je vais m'arrêter pour ce premier rush de la semaine. Je vais aller me mettre en pyjama, je vais me glisser dans mon lit et je vais continuer à lire. Et je vous dis donc à plus tard.
clôturer cette 63e semaine de vlog. C'est peut-être mieux. Mais je pense que tu vas pas rester longtemps, mon petit cœur. Bah non. Ah, c'est assez frustrant. J'étais en télétravail aujourd'hui. Il est resté toute la journée sur mes genoux. Toute la journée, il m'a fait des câlins. Et maintenant, je m'étais dit, oh, trop bien, peut-être que je vais pouvoir le prendre en caméra. Ah bah non, il s'en va. Et je parie qu'il va aller se mettre dans son petit coin, alors que c'était impossible de le faire tenir dans son petit coin de toute la journée. Il n'en démordait pas, il voulait rester sur mes genoux. Mais bon, c'est quand même agréable de travailler avec un petit chat ronronnant sur ses genoux, je vais pas vous mentir. En plus, il est vraiment calme, donc ça me dérange pas dans ma tâche. Mais bon, bref, bah du coup, c'est toute seule que je vais clôturer cette 100... Pourquoi je dis 100 cette 63e semaine de vlog. Mais avant, je vais aller enlever tous les petits poils que Yumi a mis sur mon t-shirt. Sinon, je pense que Sophie, donc ma copine de book club, les épilogues de So, va être en PLS si elle me voit pendant je sais pas combien de temps je vais filmer. Mais si elle me voit avec un t-shirt plein de poils, je sens que ça va pas aller. Donc du coup, on va lui éviter une petite crise cardiaque. Je me nettoie et je reviens tout de suite. Et voilà, je suis de retour toute propre avec un t-shirt immaculé. Ou presque, mais bon, on va pas râler pour un ou deux poils, hein, n'est-ce pas? Donc, je viens vous voir aujourd'hui pour clôturer cette semaine de vlog. Nous sommes aujourd'hui mardi, on est le 15 juillet. Et donc le week-end est passé et ce week-end c'était trop bien. C'était le premier week-end entier où on était à la maison avec mon mari. Et j'ai dit à mon mari vendredi, on ne fait rien ce week-end, on ne voit personne, on n'organise rien. On reste à la maison et on fait ce qui nous fait plaisir. Et donc moi ce qui me fait plaisir c'est déjà dormir. Voilà, faire la grasse matinée, j'en avais vraiment besoin. Et ça m'a fait trop du bien. Et mon deuxième petit plaisir c'est de lire. Et j'ai passé mon week-end à lire. Ah, ça m'avait tellement manqué, vraiment, c'était trop bien. Juste de rester à la maison avec un bouquin et ne rien faire, ça m'a fait trop plaisir. Et les résultats, il est vraiment pas mal, hein. Les semaines passent, mais elles ne se ressemblent pas du tout, parce que pendant 3 semaines, juste avant celle-ci, je vous ai parlé du même bouquin, donc le nouveau de Keigo Higashino. Je l'ai traîné sur plus de 2 semaines et je pense que pendant 3 vlogs je vous en ai parlé. Autant là, en un seul week-end, j'ai lu 2 livres, j'en ai commencé un 3e et j'ai lu également 2 BD. Donc ça fait 4 lectures terminées et une commencée sur mon week-end. Franchement, c'est pas mal, hein. Clairement, là, je me suis bien rattrapée pour mon plus grand plaisir. Donc, la dernière fois que je vous avais pris, j'étais en pleine lecture, de Chorguignac, pour le prononcer donc à la basque, de Ophélie Cohen, que je lis dans le cadre du prix des pages de l'étrange pour le festival Étrange Grande qui se déroulera en septembre prochain à Étange Grande dans l'est nord de la France, qui est donc une ville juste au-dessus de Metz. Donc entre le Luxembourg et Metz. Je vous en ai déjà énormément parlé l'année dernière et donc je rempile cette année. En plus cette année l'édition elle va être un petit peu spéciale, mais je vous en dirai plus un peu plus tard dans les prochains vlogs. Je garde encore une petite surprise, une petite annonce pour la prochaine fois. Donc voilà, je vous en avais parlé il me semble dans le précédent rush. Donc pour le prix Les Pages de l'étrange, il y a 6 livres en tout, dont celui-ci, donc Chorguignac, qui était le livre qui me faisait le plus envie. Et donc quand on a reçu les différents services presse, c'est directement vers celui-ci que je me suis dirigée, oui. Et franchement c'était une chouette lecture, j'ai véritablement bien aimé. On est ici, donc je vous avais fait un petit peu le résumé dans le précédent rush il me semble, mais en fait on va suivre Maider, qui est une jeune femme qui est issue d'une famille un petit peu marginale, une famille de sorcières qui fait le sabbat, qui vend des plantes et différentes infusions sur les marchés, etc. Et suite au sabbat donc du solstice d'hiver, Maiden va être portée disparue et quelques jours plus tard, elle va être retrouvée sur un bûcher en train de brûler, comme lors de l'Inquisition, où on brûlait les sorcières, on brûlait les femmes sur de joyeux petits bûchers. Et donc forcément sa famille est en deuil plus. Et à côté du bûcher, il y avait un mot qui disait je vous aurai toutes ou vous subirez toutes le même sort, etc. Parce que dans la fratrie, dans la sororité, dans la famille de Maiden,
c'est surtout, donc il n'y a que des femmes dans sa famille, elles sont 5, donc la grand-mère, les 2 filles de la grand-mère et les 2 petites filles de la grand-mère, donc elles sont 5 en tout, et elles reçoivent clairement donc ce message, c'est clairement une menace qui dit voilà, au bûcher les sorcières et on va toutes vous brûler, vous tuer, etc. Et en fait, après donc ces premiers chapitres, on va retourner dans le passé, 1 an plus ou moins juste avant, et on va suivre Maiden, sa vie, etc. Parce que Maiden, elle rejetait un petit peu les croyances et la manière de vivre de sa famille, parce que sa famille, depuis des générations, elle vivait vraiment isolée du monde, dans une maison dont l'emplacement était tenu secret. Elle vivait vraiment entre elles, donc elles n'avaient pas leur maison propre ou leur logement propre, c'était vraiment une maison familiale dans laquelle toutes les femmes vivaient. Elle vivaient de manière un petit peu marginale, donc elles étaient un peu en autosuffisance. Donc elles ont un jardin, etc. Elles cultivent des plantes non seulement pour se nourrir mais également pour guérir. Elles sont hyper fortes sur la médecine alternative, la médecine plutôt basée sur les plantes, basée sur les phrases que l'on peut dire pour faire venir à soi le bon œil, enfin bref, voilà. Donc vraiment dans un univers un petit peu mystique, un univers de sorcières. Et elle, en fait, elle n'était pas trop fan de ça, elle n'avait pas envie de suivre le schéma familial, et elle a décidé de couper les ponts en un sens avec sa famille, parce qu'elle a décidé d'avoir un travail, ce que nous, on considérait comme normal, donc c'est-à-dire d'aller à l'école, de se former, de travailler dans une entreprise, et également d'aller vivre dans une ville à côté de son village natal pour avoir son propre appartement et vivre comme une personne normale, entre guillemets. Alors bien que Maiden ait voulu rompre avec la tradition familiale, elle reste quand même attachée à ses racines, parce que comme ça, quand elle est chez elle, de temps en temps, elle brûle de l'encens, de temps en temps, elle brûle des plantes, de temps en temps, elle boit des tisanes, et surtout, elle sait que les fêtes comme les sabbats, les solstices, les équinoxes, etc. et autres fêtes de sorcières sont très importantes pour sa famille. Maiden est toujours ouverte d'esprit, ou en tout cas, elle veut toujours aller faire plaisir à sa famille en participant à ses fêtes familiales, à ses sabbats, à ses rituels, etc. Donc on est ici dans ce roman dans un contexte très particulier. On est en fait dans un livre qui est un thriller, mais qui est également un roman, j'ai envie de dire, ethnique, parce qu'on va être plongé donc dans le Pays Basque, qui est un pays plein de traditions, qui mélange un petit peu catholicisme et pensée un petit peu païenne, mais qui arrive véritablement bien à faire coexister ces 2 aspects des croyances, qui est un pays d'un point de vue culturel, spirituel, qui est une région, pardon, d'un point de vue culturel et spirituel un peu à part, que moi, personnellement, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, grâce à ce roman, on va véritablement être plongé donc dans les croyances de cette région, dans cette famille si particulière. Et donc, on est véritablement, comme je l'ai dit, un petit peu donc on oscille entre thriller, roman ethnique, mais également roman social. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce livre-là, c'est que du coup, vu le contexte un petit peu particulier et l'histoire particulière, on va... forcément, ça va tourner autour de thématiques qui sont extrêmement importantes, je trouve, mais également très intéressantes à être abordées dans un roman comme celui-là, parce que du coup, on va parler un petit peu de différences, de personnes hors normes, hein, hors de la normalité, qui ne vivent pas comme tout le monde, qui n'ont pas le travail que tout le monde, qui n'ont pas les mêmes croyances que tout le monde, qui ne rentrent pas dans un moule, qui ne rentrent pas dans un cadre, qui sont un petit peu marginales. Et donc du coup, les personnes un petit peu bizarres comme ça, souvent ça attire un petit peu soit une curiosité bienveillante, si je puis dire, soit une curiosité un peu malsaine, voire de la méfiance ou de la violence, voire une réelle hostilité vis-à-vis de ces personnes. Et donc du coup, c'est de ça en fait que le roman va parler. Ça va être donc d'être une personne qui a une famille et des racines différentes des autres, mais qui veut quand même s'adapter et sortir de ce cadre pour arriver pour être une personne entre guillemets normale. Mais comment
en ayant eu ce background, on peut vivre normalement et comment notre famille, notre éducation, nos croyances ou tout simplement le fait de vouloir allier parfois deux choses qui sont un petit peu contradictoires, comment gérer tout ça en tant que personne. On va avoir également d'autres thématiques fortes qui vont être abordées dans ce roman. Je vais pas vous en parler ici pour vous laisser quand même le secret ou en tout cas le plaisir de découverte si vous souhaitez vous plonger dans ce livre-là. Mais je retrouve un petit peu la caractéristique en fait des romans d'Ophélie Cohen. Donc Ophélie Cohen, j'avais déjà lu Suspicion. C'est Suspicion, hein. Attendez, je vais aller le chercher. Oui, c'est bien Suspicion. Je sais pas pourquoi j'avais un doute, d'autant plus que je viens de sortir ce livre de ma bibliothèque pour aller le prendre en photo. Mais bon, bref, pour éviter de dire des bêtises, de me corriger dans les petites phrases ici en dessous. Oui, on va y arriver. Donc voilà, donc j'avais lu ce livre-ci en début d'année. Ça avait été un véritable coup de cœur. Un coup de cœur qui est en fait un coup de poing. C'est un roman qui m'avait remué les tripes, que j'avais véritablement adoré. Dans le positif comme dans le négatif, hein, mais bon, je vous en ai parlé en long, large et en travers dans un précédent vlog, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai comme d'habitude dans le petit juste ici, si vous avez envie de voir mon avis détaillé. C'est l'avis le plus personnel, je pense, de toute ma chaîne YouTube. C'est l'avis que j'ai eu le plus de mal à tourner, vraiment, mais voilà, ce roman était une pépite, j'avais adoré. Et comme je vous disais, une des caractéristiques, j'ai l'impression, d'Ophélie Cohen, c'est d'aborder dans ses romans des thématiques très fortes, très importantes, très sensibles également, sensibles dans le sens où c'est des thématiques qui sont tellement sujettes à des avis totalement opposés, qu'en fait ça ouvre un petit peu le débat, ça ouvre un petit peu à la réflexion, et c'est également des sujets que je trouve qu'on ne voit pas beaucoup dans les autres romans, en tout cas dans Suspicion c'était le cas, mais également dans Chorguignac. Alors moi je ne suis pas du tout quelqu'un qui est attiré, enfin j'aime bien les sorcières, j'aime bien le côté fantastique, j'aime bien le côté mystère, etc. Mais plus dans la fantaisie plutôt que dans les... Bah oui, le Kindle se met en veille, forcément. Mais voilà, genre les sorcières modernes, la façon d'aborder cette espèce de spiritualité, cette espèce d'aura un petit peu mystique autour de personnes qui se considèrent comme sorcières aujourd'hui, c'est pas vraiment un sujet vers lequel je vais m'orienter. Donc du coup, pour moi, ce roman était totalement original. J'ai pas l'impression que on ait déjà eu un roman qui oscille entre le thriller et le roman que moi j'intitule un ethnique. J'ai pas l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Alors j'ai lu pas mal de romans ésotériques, plutôt tournés autour de la religion catholique et pas des religions païennes. Il y avait... il y a un livre... je pense que c'est La forêt des mânes de Jean-Christophe Granger. C'est un livre que j'ai lu il y a hyper longtemps, qui traitait un petit peu croyances païennes et réalité, mais pas croyances païennes, mais pas autour du thème de la sorcellerie, des sorcières, des femmes totalement indépendantes qui ont leur propre volonté, qui ne veulent pas d'hommes dans leur vie et qui sont autosuffisantes et qui développent un petit peu ce côté très mystique lié autour de la sorcière, hein, comme on l'entend, comme à la période de l'Inquisition, comme ces personnes qui ont des dons particuliers ou une façon de guérir les choses que la médecine n'accepte pas ou ne comprend pas, enfin voilà. Donc autour de ce thème mystique de la sorcière, pour moi c'est le premier roman que j'ai lu et que je connais à ce sujet. Donc pour moi la thématique était totalement originale. D'ailleurs à ce sujet, si vous connaissez ou si vous avez déjà lu ou déjà entendu parler de romans qui tournent autour de ces thématiques, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je pense que ça intéressera les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont un petit peu curieux. Et moi j'aime bien également savoir, parce que pour mes connaissances en littérature ne sont pas... voilà, je ne connais pas tous les livres qu'il y a sur cette terre. Et donc forcément pour moi... je n'avais jamais lu et jamais entendu parler d'un livre qui abordait ces thématiques, et donc personnellement je les ai trouvées totalement originales, et c'est ça en fait qui m'a fait dévorer le livre, parce que je l'avais commencé, je sais plus quand,
je sais plus quand, dans la semaine. Et en fait, samedi, bah, comme j'avais du temps devant moi, je me suis plongée dans ce livre, mais j'avais véritablement donc envie de lire déjà, mais ce livre me plaisait à 100%, j'étais véritablement bien dans l'histoire, je trouvais que la thématique était hyper prenante, hyper intéressante, originale, j'avais envie de savoir, j'avais envie de continuer, j'avais envie de découvrir qu'est-ce qui s'est passé avec Maiden, pourquoi est-ce qu'elle a été enlevée et puis la pauvre mise sur un bûcher et brûlée vive. Donc voilà, c'était véritablement une thématique qui m'a véritablement tenue en haleine, que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et en plus, bon ça je sais, je m'en rends compte maintenant après plusieurs vlogs, après le montage de mes vlogs, parce que comme je vous l'ai dit, je regarde tous les rushs attentivement pour corriger les différentes erreurs. Je dis souvent que la plume des auteurs est fluide et agréable. C'est vrai que je ne vois pas comment exprimer mieux en fait les choses. Mais dans le cas d'Ophélie Cohen, pardon, je trouve véritablement que sa plume est fluide et agréable. Plus que chez les autres. Je sais pas trop comment m'expliquer. Mais en fait, je trouve j'avais eu la même sensation dans Suspicion. En fait, c'est quelqu'un qui va droit au but. En fait, ses phrases, elles ne sont pas alambiquées inutilement, elles ne sont pas longues inutilement. Ces descriptions, en fait, c'est tout ce qu'il faut où il faut. Voilà, c'est une plume qui ne va pas en faire trop, mais qui ne va pas en faire trop peu non plus. Et en plus, elle a ce côté hyper... je sais pas comment expliquer, une fois qu'on lit, ça va hyper rapidement, on ne bute pas sur les mots, on bute pas sur les phrases, on bute pas sur la manière dont c'est écrit, on bute pas sur les dialogues, ça coule de source véritablement, c'est extrêmement fluide. Et je sais pas, il y a ce côté très... peut-être, alors je sais pas trop quel mot mettre sur mon idée, mais peut-être un petit peu cinématographique. Mais en tout cas, vous voyez, c'est véritablement des descriptions qui, quand on les lit, on voit directement ce qu'elle veut dire, on n'a pas besoin de réfléchir, ça coule de source, c'est agréable, c'est, voilà. Pour moi, c'est Ophélie Cohen, c'est l'une des plus belles plumes que j'ai lues ces dernières années. Il y a Alexis Lapsker, que j'aime, au niveau de sa plume, je l'aime beaucoup. Alors son dernier roman avait été une déception, vraiment, je vous en avais parlé dans un vlog, je vous le mettrai juste ici. Mais quand même, je trouve que c'est une plume qui est hyper fluide, hyper agréable, voilà, pour reprendre exactement les mêmes mots que tout à l'heure. Et sinon, en tant qu'auteur, ces dernières années, dont la plume m'a extrêmement séduite, il y a bien évidemment Céline Dangean. Voilà, pour moi, Ophélie Cohen est à mettre dans les beautés de plume, de fluidité de plume, d'agréabilité, de bien-être en tant que lecteur quand on lit son livre. Pour moi, elle est à mettre à égalité, donc avec Alexis Lapsker, on va y arriver, à mettre à égalité avec Alexis Lapsker et Céline Dangean. Pour moi, elle a vraiment ce côté où, quand on est dans un de ses bouquins, on est bien, on n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas besoin de relire des phrases, ça coule de source, c'est vraiment hyper agréable. Voilà, donc j'ai passé un excellent moment, j'ai beaucoup aimé ce livre, comme je l'ai dit, au niveau des thématiques, également au niveau de la fin, j'ai totalement été surprise par la fin de cette histoire, je ne m'y attendais pas, vraiment, on sent à un moment donné que... il y a un petit peu anguille sous roche, mais je ne m'attendais pas à ce final, je ne m'attendais pas à cette révélation. J'ai totalement été abasourdie, étonnée. Je trouve que la fin aurait quand même mérité un tout petit peu plus de développement. Le livre fait... Attendez, je l'ai noté. Donc, parce que là, je l'ai eu sur Kindle, mais j'avais noté Chorguignac de Ophélie Cohen, 330 pages, donc en format des éditions IFS, donc en format comme ça. Attendez, combien il fait celui-là? J'avais dit quoi, 310? Non, 330? Enfin, il fait 330 pages, quoi. Je sais plus ce que j'ai dit, désolée. Celui-ci fait 295. Donc, il a quoi? Il a une quarantaine de pages en plus que celui-ci. Donc, au niveau du format, on est sur un tout petit peu plus long, mais pas grand chose non plus. Voilà, 40 pages. Ça fait ça, voilà. Donc, on rajoute ça en plus du bouquin. Donc, c'est pas très long, en fait.
Et étant donné que l'histoire est agréable, que la plume est agréable, honnêtement, moi je trouve que ça aurait mérité d'avoir une centaine de pages en plus. Parce que je trouve que la fin, elle est satisfaisante, parce que on est étonné, elle explique quand même bien, enfin elle explique pourquoi ça s'est passé comme ça, mais je trouve qu'il manque une petite explication et surtout un développement psychologique un petit peu plus approfondi. Je trouve que comme le livre ne fait pas beaucoup de pages et que en plus sa plume est agréable, elle aurait pu rajouter 100 pages sans lasser le lecteur, sans... vous savez, parfois quand on a un livre qui fait 650 pages, qu'on arrive à la fin et que la fin est un petit peu bâclée, on est « Oh, j'aurais bien aimé avoir 100 pages de plus », mais en même temps, quelle galère pour arriver jusque-là, c'était bien, mais c'était un peu long. Donc finalement, ouais, la fin me déçoit un petit peu, mais j'aurais quand même bien aimé 100 pages de plus, mais alors 100 pages de plus à la fin, mais enlever peut-être un petit peu au milieu. Là, non. Là, je trouve que le roman est parfait, juste là, 100 pages de plus à la fin, et je pense clairement que ça n'aurait pas du tout embêté, peu importe le profil de lecteur. Je pense vraiment pas que le lecteur aurait été embêté par ces 100 pages supplémentaires, pardon, et en tout cas ça aurait permis d'avoir une fin un tout petit peu plus étoffée, avec beaucoup plus d'explications, et surtout des explications peut-être un petit peu plus psychologique. Ici, dans Suspicion, je trouvais que Ophélie Cohen développait super bien la psychologie de ses personnages. Je trouvais que c'était un... Enfin bon, je vous l'ai dit, c'est un coup de cœur, ce livre. Je lui ai mis 19 sur 20 sur Livre Addict. Je trouve qu'il est... il est vraiment parfait. Et là, au niveau de la... comment dire, de développement psychologique de ses personnages, je trouve que c'était d'une justesse incroyable et c'était vraiment vraiment bien fait. Et là en fait il m'a manqué un petit peu le même travail que dans Suspicion. J'aurais bien aimé que la psychologie des personnages soit un petit peu plus poussée, un petit peu plus travaillée pour mieux comprendre le pourquoi du comment, pour mieux comprendre ce qui s'est passé, parce que j'ai trouvé que je suis restée un petit peu sur ma faim en fait. J'ai trouvé qu'il manquait un petit quelque chose, et ce petit quelque chose, je pense vraiment, c'est peut-être entre 50 et 100 pages en plus pour véritablement donner un point final, une explication un petit peu plus longue, mais qui pourrait satisfaire une majorité des lecteurs, ou en tout cas, voilà, moi ça m'aurait véritablement plu qu'il y ait ces pages supplémentaires, et je pense que s'il y avait eu ça, j'aurais donné une note un petit peu plus élevée que celle que j'ai donnée. Il me semble que j'ai donné 16, donc c'est quand même une bonne note, hein. 16 sur 20, je trouve que c'est une bonne lecture, mais je pense clairement que si le développement psychologique avait été aussi poussé que dans Suspicion, j'aurais peut-être mis une ou deux notes en plus. Enfin, je ne sais pas, c'est juste des spéculations, mais voilà, c'est un des points négatifs, enfin pas un point négatif, mais parce que le roman est très bien comme il se suffit à lui-même, mais moi personnellement, sachant ce qu'elle est capable de faire, vu que j'ai lu un autre roman de cette autrice, j'aurais bien aimé donc un petit peu plus d'approfondissement d'un point de vue psychologique à la fin. Voilà donc pour ce long avis final concernant donc Chor-Guignac d'Ophélie Cohen. Et donc franchement, si vous aimez bien les romans mystiques qui tournent autour des sorcières, des femmes un petit peu, voilà, avec une aura un petit peu mystique autour d'elles, et que ces thématiques donc vous intéressent, si vous êtes fan du Pays Basque, franchement foncez. Moi j'ai trouvé que c'était une bonne lecture. J'ai passé un très très bon moment en compagnie donc de Maïden et de sa famille. Et voilà, c'était véritablement c'était une chouette lecture. Voilà. Ensuite... écoutez, donc j'ai terminé ce livre-là, il devait être 15 ou 16 heures samedi. Et donc du coup j'avais encore quand même une bonne partie du week-end devant moi. Et je n'avais pas trop envie de me plonger dans un livre pour donc le prix des pages de l'étrange. Parce que les livres donc les 5 livres restants, c'est pas qu'ils me tentent pas, mais c'est juste c'est pas trop mon genre littéraire. Donc j'avais envie de me tourner vers un genre littéraire qui me plaît. Parmi les 5 livres restants, 5 comme ça plutôt Noémie, il y a un thriller. Mais c'est le thriller d'un auteur que alors, c'est pas question que je n'apprécie pas l'auteur, c'est juste que je n'apprécie pas ses livres. Voilà. Après, c'est un auteur dont je n'ai lu qu'un seul livre qui m'a totalement déplu.
J'ai des copines qui ont lu un autre livre de cet auteur, elles ont le même avis que moi sur 2 livres différents. Donc comment vous dire que j'avais pas envie de continuer le week-end en compagnie du livre de cet auteur. Et donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait accompagner mon week-end, être une lecture entre deux qui pourrait me faire passer un bon petit moment avant de plonger dans ce livre-là, hein. Eh bien, j'ai décidé de sortir un Cozy Mystery, du coup, de ma palle, parce que j'avais envie de rester dans le domaine du roman noir, j'avais envie de meurtre, d'empoisonnement, de vol, j'avais envie de ces côtés complètement illégaux de la vie. Mais comme j'avais quand même envie d'une certaine légèreté, d'une certaine touche d'humour, je me suis dit, ben banco, c'est un Cozy Mystery qu'il me faut, et j'ai décidé de sortir de ma palle. Oups, attendez. Je casse tout. Non. Je fais tout tomber. Je suis une vraie calamité. Ah, dites. Ah, attendez, on va ramasser ça. Voilà. Je disais donc, j'ai décidé de sortir de ma palle un nouveau Cozy Mystery, de commencer une nouvelle saga. Et j'ai donc décidé de sortir la saga des thés meurtriers d'Oxford de H.Y. Anna. Donc ce premier tome qui est intitulé Chou à la crime. Donc c'est une saga dont j'avais énormément entendu parler sur les réseaux sociaux. J'avoue que j'avais tellement de sagas en cours que je m'étais dit, bon, on va d'abord terminer les sagas que j'ai commencées avant de se tourner vers une saga, une nouvelle saga, parce que pour ne pas en avoir 50 000 de commencés et de non finis. Bon, finalement... La dernière fois que je suis allée en librairie, quand j'ai fait ma journée en solo à Metz, je me suis laissée quand même emporter par ce livre, quoi, parce que déjà, j'en ai déjà entendu énormément parler, et puis ensuite, on va pas se mentir, moi je trouve que ces couvertures sont magnifiques. Et franchement, je suis ce genre de personne qui peut acheter, oui, qui peut acheter un livre juste parce que sa couverture est jolie. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je passais devant en librairie, j'étais « Ah, ça me tente, mais je vais attendre de finir mes autres sagas. Ah, ça me tente, mais ah non, je termine d'abord mes autres sagas. » Mais le fait est que je n'avance pas beaucoup dans mes autres sagas, à part les détectives du Yorkshire que j'ai fini en début d'année, les autres, je n'avance pas. Donc, si jamais je voulais attendre de terminer mes autres sagas avant de commencer celle-ci, il se passerait, je serais nono, Noémie, un air littéraire, 80 ans à la maison de retraite en train de faire chier tout le monde avec mes petits bouquins, et puis ensuite peut-être que je perdrai la mémoire, donc je répéterai les choses 1000 fois, comme je le fais déjà à 30 ans, mais bon, bref. Bref, voilà. Et donc, je me suis dit, allez, j'ai envie de commencer cette saga, elle a l'air mignonne comme tout, j'ai envie de découvrir, et puis YOLO, on verra, et c'est un livre qui pourra me faire passer la fin de mon week-end. Effectivement, il m'a fait passer, alors pas la fin de mon week-end, mais une petite partie de mon week-end, parce que c'est un roman que j'ai dévoré en moins de 24 heures. Je l'ai commencé, donc je vous avais dit, Chor-Guignac, je l'ai terminé, il était genre 15 heures, quelque chose comme ça, puis ensuite j'ai vaqué à mes occupations. J'ai commencé ce livre donc samedi soir, juste avant d'aller dormir, donc j'ai peut-être lu 1 ou 2 chapitres, et puis ensuite, je l'ai dévoré, tel un chou à la crème sur tout mon dimanche matin et dimanche après-midi, parce que c'était trop bien, c'était vraiment trop bien. Au niveau du résumé, du coup, de quoi ça parle? On va suivre Gemma qui est née dans une famille de personnes, voilà, totalement dévouées à leur travail, un petit peu prout-prout sur les bords. Elle a fait des études qu'elle a réussi avec succès, et elle était partie en Australie travailler dans une boîte où elle avait un poste à responsabilité, elle avait un super poste, mais après 8 ans, elle a remarqué que finalement, elle avait plus trop envie de travailler dans cette super boîte où elle gagnait super bien sa vie, et elle a décidé de tout plaquer pour retourner vivre dans sa région, donc en Angleterre, tout près d'Oxford, et d'y ouvrir un salon de thé, parce que ça a toujours été son rêve, mais voilà, ses parents l'ont toujours poussée vers les études, etc. Et à un moment donné, elle s'est dit non, j'ai envie d'ouvrir mon salon de thé, donc vas-y YOLO, il y avait une opportunité, elle a saisi l'opportunité et elle a décidé d'ouvrir donc son salon de thé, où elle vend également des pâtisseries, etc. Enfin voilà, le bon petit salon de thé à l'anglaise où on peut aller déguster des délicieuses pâtisseries et boire un super bon English breakfast ou Earl Grey, bien évidemment. Sauf que
Cette pauvre Jenna, elle est ouverte depuis quelques semaines et un beau jour débarque un touriste américain complètement désagréable. T'as envie de lui foutre des... voilà, de lui mettre même un coup de pied au vous avez compris. Bref, ce touriste est complètement désagréable. Il vexe un petit peu la serveuse de la copine meilleure amie / serveuse de Gemma, hein. Oui, Gemma, je sais pas pourquoi je pense à Jenna tout d'un coup, de Gemma. Et le soir, donc il est venu au salon de thé, le soir il est allé dans un pub, on l'a vu se disputer avec des personnes qui habitent le village, enfin bref, un personnage complètement exécrable. Sauf que ce personnage exécrable, le lendemain matin, Gemma le retrouve dans la cour de son salon de thé, décédé, et décédé pas de mort naturelle parce qu'il a un de ses scones enfoncé dans la gorge et donc on déduit vite que quelqu'un l'a étouffé avec un des scones de la pâtisserie de Gemma et elle est un petit peu en PLS parce que non seulement elle doit fermer son salon de thé parce qu'il y a eu crime, mais en plus c'est un de ses scones qu'on a découvert dans la gorge du monsieur et donc du coup son salon de thé tout fraîchement ouvert il risque d'en pâtir et donc de ne plus attirer les clients et elle a pas envie de mettre la clé sous la porte parce qu'elle a dépensé toutes ses économies pour réaliser son rêve et elle a envie qu'il fonctionne. Et donc du coup, le seul moyen d'arriver à découvrir le coupable et à ne pas mettre en cause son salon de thé et ses pâtisseries, plutôt, c'est de mener l'enquête et de découvrir qui est le coupable de ce meurtre parce qu'elle en est persuadée, il rôde dans le coin. Et voilà, donc on va suivre Gemma. Alors bien évidemment, il va y avoir une petite dose, on va dire, de petite romance qui va commencer également à apparaître dans ce livre-là, parce que comme il y a eu un meurtre, forcément la police, quand même, il y a une enquête officielle qui est menée, et cette enquête officielle est mise sous la surveillance, sous le... comment dire, j'ai mon mari qui est rentré du travail. Je vais aller lui faire un bisou et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai été m'enquérir des nouvelles de mon mari après cette longue journée de travail. Et donc, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos choux, à la crime. Je disais, oui, donc il y a une pointe de romance qui apparaît dans ce roman, avec donc l'inspecteur Devlin, qui est donc en charge, c'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure, qui est donc en charge donc, de l'enquête pour meurtre. Et en fait, l'inspecteur Devlin, c'est... le premier amour de Gemma, c'était son copain à l'université et ils ne s'étaient plus vus depuis 8 ans. Et donc, du coup, il y a un petit peu relation amour-haine qui démarre, pas vraiment, mais bon, on sent que voilà, ils ont un passif, mais que elle fait sa fière, lui, il fait son fier et que blablabla, blablabla, mais que potentiellement, il y a peut-être une petite romance qui pourrait se développer entre eux, mais c'est peut-être pas le seul non plus. Bon, je dis ça, je dis rien, à vous de lire le livre et de découvrir les autres choses qui se cachent à l'intérieur. Donc voilà un petit peu pour le résumé. Et franchement, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé que c'était un chouette livre. Alors, au niveau, bien évidemment, de tout ce qui est thématique, histoire, enquête, déroulé de l'enquête, résolution, et voilà, on est dans un cosy mystery classique. Là, clairement, on est dans les cases du cosy mystery, c'est rien de fifou, voilà, c'est un premier tome, donc forcément, il faut poser les bases, il faut également faire un livre qui plaît au lectorat, et donc on va pas commencer à partir dans des folies et dans des thématiques complètement exubérantes, on reste ici véritablement dans le cadre du classique, du cosy mystery classique. C'est rien de nouveau, c'est rien d'innovant, c'est rien d'original, même la fin, la résolution, on s'en doute, on le voit venir comme le nez au milieu du visage. L'identité du coupable, moi j'ai trouvé aussi que c'était assez facile à deviner. Voilà, c'est pas un cosy mystery qui va révolutionner le genre, mais en revanche, c'est véritablement une chouette lecture parce que j'ai passé un bon moment, j'ai bien aimé les personnages, je les ai trouvés irritants, attachants, exubérants. Voilà, il y a véritablement tout ce panel de personnalités différentes que l'on retrouve dans les cosy mystery. Donc on a Gemma, cette femme volontaire qui veut se débrouiller dans la vie. On a la meilleure copine qui est un petit peu loufoque.
loufoque sans être non plus trop dans les étoiles, trop dans la spiritualité, enfin pas trop hors case de la loufoquerie non plus, je sais pas trop comment dire ça, mais elle est pas non plus dans les étoiles, dans les nuages, etc. Mais elle a un petit côté un petit peu... C'est une artiste, quoi. Voilà, c'est peut-être plus simple de mettre des mots clairs dessus. C'est une artiste qui est toujours là pour aider Gemma, pardon, qui est toujours là pour la taquiner. Ensuite, on va avoir sa maman qui est le cliché de la femme au foyer anglaise de la bonne société, qui est vraiment chiante, chiante mais attachante en fait, voilà, qui est véritablement attachante. Et puis ensuite, on a également donc le policier, beau gosse, voilà, hyper calme, serein, qui est là en toutes circonstances, qui s'en fait pour tout le monde. Et puis, on a également les traditionnels groupe de petits vieux. En l'occurrence, c'est des petites vieilles qui aiment bien mettre leur nez partout, qui aiment bien se mêler de tout, qui aiment bien commérer surtout, voilà, enfin surtout, pas surtout, mais surtout, hein, en 2 mots, bah, vous avez compris. Enfin voilà, on retrouve tout un panel de personnages, encore une fois, classiques du Cozy Mystery, mais je trouve qu'ils sont véritablement bien travaillés, qu'ils sont agréables à suivre. Moi, je me suis beaucoup attachée à ce nouvel univers et à ces personnages. Il y a également un petit chat, donc on peut le voir sur la couverture. Ça va être c'est le compagnon en fait de Gemma. Voilà, le petit chat a malheureusement disparu pendant toute une bonne partie du roman, mais à la fin on comprend qu'il va avoir une place quand même relativement importante dans la suite, donc ça c'est trop bien, moi qui adore les chats, hein, n'est-ce pas? Je sais pas si vous le saviez d'ailleurs, si j'aimais bien les chats. Mais voilà, il y a véritablement tout ce que j'aime dans le Cozy Mystery. Il y avait une bonne dose d'humour. Je trouvais que il y avait une bonne gestion du rythme, une bonne gestion du suspense. C'était agréable. C'était, voilà, comme je l'ai dit, ça reste dans les cases classiques du Cozy Mystery, mais ça avait ce côté frais, divertissant, agréable, qui fait passer un véritable moment de douceur, de bonheur, de rigolade. Voilà, c'était une très chouette lecture qui était parfaite du coup pour mon week-end, parce qu'en plus il faisait super beau ce week-end, donc j'étais sur mon transat en train de lire, et d'avoir tout ce temps devant moi pour pouvoir être à fond plongée dans ce roman et suivre cette enquête, c'était trop bien parce que j'ai pu la lire d'une traite et c'est un roman qui s'y prête totalement, quoi. Franchement, il n'y avait pas un moment où j'avais envie de fermer mon livre et de vaquer à mes occupations. Non, j'avais envie de rester dans cet univers, de rester donc dans ce petit village juste à côté d'Oxford avec les personnages pour enquêter sur ce crime, pour savoir qui est le meurtrier, quels vont être les rebondissements qui vont suivre. Voilà, j'avais véritablement envie de suivre cette histoire à fond, à 100%, et j'ai pris beaucoup de plaisir, et vous pouvez être sûr et certain que ce n'est pas la dernière fois que je vous parle ici en vlog des thèmes meurtriers d'Oxford, parce que j'ai fortement envie de continuer la série, et donc si vous êtes à la recherche d'un Cozy Mystery agréable, sans prise de tête, qui ne part pas non plus dans un côté hyper farfelu et complètement hors cadre comme par exemple Magritte et Georgette, si vous êtes plutôt classique, je vous conseille donc fortement les thés meurtriers d'Oxford. Voilà donc pour le 2e roman que j'ai terminé ce week-end. Et dans la même logique que ce que j'ai dit précédemment, j'avais pas encore envie de me plonger dans ce fameux livre, dans ce fameux thriller de l'auteur que je n'apprécie pas trop. Et comme j'ai terminé ce livre-là, il devait être pareil, 15-16 heures, quelque chose comme ça. Je m'étais dit, pour la soirée, je vais me sortir plutôt des petites BD pour passer la soirée de dimanche soir. Et avant d'aller dormir, je lirai les premiers chapitres du thriller en question, et avant de démarrer ma corvée de lecture, j'ai sorti 2 BD de ma palle. Donc alors on est dans 2 salles, 2 ambiances, hein, clairement, dans la même maison d'édition, Casterman, mais 2 histoires complètement différentes, 2 salles, 2 ambiances. La première ambiance, la première salle, la première lecture, la première BD, c'est une BD de Quick et Fluke, donc Toute voile dehors. Ça c'est le tome 4, oui c'est ça, c'est le tome 4 donc des intégrales, hein, de Quick et Fluke. Ça pareil, hein, je vous en ai déjà parlé en BD, c'est donc des personnages créés par Hergé, c'est 2 garçons de Bruxelles qui sont un peu espiègles, qui font des bêtises, qui sont un petit peu maladroits et qui aiment bien inventer des choses pour se divertir, et très souvent
leurs aventures se terminent un petit peu de manière hyper burlesque, hyper, voilà, c'est drôle, c'est un peu décalé. C'est mignon à suivre, c'est chouette. Franchement, j'avais sorti cette BD pour couper un petit peu entre la lecture des romans et de la prochaine BD qui a une thématique un petit peu plus lourde. J'avais envie de légèreté, j'avais envie de gags, de rire, de burlesque, de choses voilà, qui m'évadent. Et donc, j'ai décidé de sortir voilà, Quick et Fluke. Et ça a fait totalement le taf. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vlogs, donc je vais pas non plus m'étaler là-dessus. C'est à chaque fois des petites histoires qui se déroulent en 2 pages comme ça, soit avec une grande case et des petites cases juste ici, ou soit t'as le classique, voilà, c'est des histoires hyper courtes, des petits gags, voilà. C'est minouche comme tout, c'est sympa, ça divertit, ça fait rigoler, c'est assez chouette. Et en plus, je vous en ai déjà parlé également, Hergé c'est déjà un auteur de BD belge, hein. Je suis belge, donc vive la Belgique, hein, et tout notre patrimoine artistique, littéraire, et tutti quanti. C'est l'univers en fait de BD dans lequel j'ai été plongée quand j'étais petite. Dans la famille, on était des énormes fans d'Hergé, et donc c'est toujours un plaisir de plonger dans une BD de cet auteur et de ce dessinateur, illustrateur, enfin bref, de cet auteur de BD. D'autant plus que Quick et Fluke, c'est des BD que je n'ai pas lues quand j'étais jeune. J'avais juste une BD chez mes grands-parents et pas mal de gags qui avaient été mis en dessin animé, donc j'avais quelques cassettes de Quick et Fluke, mais je n'avais jamais lu les BD, et pourtant retourner dans cet univers qui m'était connu mais un tout petit peu quand j'étais petite, ça me renvoie en fait chez mes grands-parents quand j'étais petite et que j'allais passer le week-end là, et donc du coup c'est comme une petite Madeleine de Proust, ça me réveille plein de choses à l'intérieur, et c'est hyper agréable de me replonger là-dedans. Donc voilà pour la petite BD un petit peu de transition, un petit peu rigolote que j'ai sortie. Avant de me plonger dans une BD que j'avais envie de sortir depuis un bail de ma palle, c'est le 2e tome du Château des Animaux, donc les Marguerites de l'hiver. Ça pareil, je vous ai présenté ce livre. Je me demande si c'était pas dans le même vlog de Suspicion. Si c'est dans le même vlog, je vous le mettrai juste ici. Et si c'est pas dans le même vlog, je vous mettrai comme d'habitude mon avis sur le tome 1 dans le petit i, pour que vous puissiez aller le voir si ça vous intéresse. Et donc dans ce tome 2, c'est la suite du tome 1 de Le Château des Animaux. Et en fait, le Château des Animaux, on est dans un univers où il n'y a pas d'humains, où on est dans un château qui est géré par des animaux, mais géré d'une façon totalement... en fait, c'est une dictature, voilà, où on a Silvio, donc qui est un taureau, qui est le président Silvio, et il a une milice de chiens. Et en fait, ils font régner la terreur en fait dans le château. Ils obligent les habitants à travailler d'arrache-pied. C'est limite de l'esclavage. Ils ont droit à presque rien au niveau de la nourriture. Là, on est en hiver, ils ont droit à presque rien au niveau du bois. Il augmente les prix des denrées alimentaires, du bois, enfin bref, c'est véritablement une dictature pure et simple. Et en fait, les animaux ont le souhait de se rebeller. Donc dans le premier tome, on voyait véritablement donc leurs conditions et les prémices, la graine qui avait été germée pour la révolution des animaux. Et ici, on est juste après, en fait, cette graine a commencé à prendre, les racines commencent à se développer, et on voit la volonté chez les animaux qui sont complètement dominés de se révolter pour faire valoir leurs droits et être dans un système juste et équitable. Et ici, en fait, on a la volonté de faire cette révolution, mais de manière totalement pacifiste. Donc, c'est-à-dire, on ne veut pas tuer, on ne veut pas mener de combat, on ne veut pas attaquer par la violence. On n'attaque jamais par autre chose que la violence, mais voilà, on ne veut pas utiliser la violence, les arbres et le meurtre pour venir à leur fin, mais utiliser une révolution pacifiste. Et on va voir un petit peu toutes les difficultés qui tournent autour du fait de vouloir se battre, mais se battre sans armes. Et voir est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, qu'est-ce qui se passe, enfin voilà. Donc, on suit dans cette BD les prémices de cette révolution non violente, et j'ai trouvé cette histoire totalement passionnante
parce que c'est criant de réalisme, quoi. C'est vraiment, je pense que les auteurs ont fait véritablement un énorme travail de recherche sur les différentes révolutions non violentes qu'il y a pu avoir dans ce monde, quels sont les effets positifs et les effets négatifs de cette façon de faire, quels sont également les résultats ou en tout cas les conséquences aussi bien chez les personnes contre qui on mène la révolution que chez les révolutionnaires, et je trouve que c'est très très bien traité, c'est passionnant au niveau thématique. C'est clair qu'en tant que lecteur on a envie, on dit putain mais vous laissez pas faire, allez-y, tuez-le, bastonnez-le, etc. Et puis on est là, non, on va pas se mettre à leur niveau, on va vouloir faire une révolution véritablement, voilà, ne pas se mettre à leur niveau, quoi, et donc ne pas être des meurtriers, ne pas être des personnes violentes, ne pas, voilà, ceci, cela, et on va suivre du coup ce cheminement, cette manière de faire, la dure vie que vont mener ces révolutionnaires, et ouais, c'est véritablement passionnant. C'est une histoire qui est divisée en 4 tomes, pardon. Finesse, ça se voit que je parle depuis un petit bout de temps, j'ai du mal à articuler. J'ai le tome 3 dans ma palle et il me semble que le tome 4 va paraître prochainement parce que j'ai vu sur Instagram que le scénario avait été terminé et que le dessinateur avait déjà commencé des planches ou avait terminé les planches, enfin bref, je sais plus trop, mais le tome 4 n'est pas encore paru, il va paraître, mais en tout cas c'est une saga donc du coup divisée en 4 tomes et bah j'ai hâte, je pense que le tome 3 ne va pas tarder à sortir de ma palle parce que ça termine un peu sur un cliffhanger, sur un espèce de retournement de situation, ou en tout cas un événement qui est d'une puissance incroyable, et j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va suivre par rapport à ça. Donc ouais, je trouve que c'est une chouette saga de BD, ça aborde des thématiques hyper intéressantes, fortement d'actualité quand même, j'ai envie de dire, parce que des dictatures, il y en a encore dans le monde, hein, malheureusement, et c'est vrai que parfois comment on voit que certaines politiques gèrent que ce soit un pays ou même parfois dans certaines situations, pas nécessairement en politique, mais dans le quotidien, quand on voit parfois certains comportements un petit peu dominants, voire de dictateurs, hein, c'est clair que ça donne des pistes en fait de réflexion, de comment essayer de répondre intelligemment à certaines choses, à certains éléments de la vie, et je trouve que c'est très très bien traité, en tout cas dans cette BD, et j'ai hâte de continuer cette saga et de voir comment ça va évoluer. Est-ce qu'ils vont réussir avec leur révolution pacifiste ou est-ce qu'ils vont devoir prendre les armes et utiliser la violence pour arriver à leur fin. Voilà donc pour mon avis sur le tome 2 de Le Château des Animaux. Et vient maintenant le temps de vous dévoiler le livre que je n'avais pas envie de sortir, le livre que j'avais décalé pendant 3 lectures parce que je n'avais pas trop envie de m'y plonger. Mais je pense que je vais garder le suspense encore un petit peu entier et que je vous dévoilerai le nom de ce livre et de son auteur dans le prochain vlog. Et ouais, je sais, c'est injuste, encore un cliffhanger, vous allez devoir attendre 1 semaine avant de connaître l'identité de l'auteur et du livre. Mais écoutez, c'est comme ça, hein, il faut bien que vous reveniez la semaine prochaine, hein, il faut des vues, et les amis, dis donc. Et voilà, c'est donc sur ce suspense totalement intenable que je clôture cette semaine de vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à me dire également en commentaire ce que vous en avez pensé. Et pour me soutenir, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant de vous retrouver dans le prochain vlog, comme toujours, je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée ou une agréable nuit, peu importe. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures livresques.